tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission au Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va revenir sur le match nul de l'Olympique de Marseille. C'était vendredi 2-2. On va parler de la course à la Ligue des Champions et on parlera également du fair play financier qui rattrape l'Olympique de Marseille. C'est tout de suite avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Ça va bien, merci. C'est tout de suite avec Mario Albano, journaliste de la Provence. Ça va Mario? Bonjour Benjamin. Et c'est tout de suite avec Nicolas Fiol, journaliste pour Football Club de Marseille. Mario, il calme un petit peu comme ça, parce que tu es un petit peu speed. Quoi. Eh ouais. Mario, est-ce que tu as lu ce magnifique livre de Mourad Arts? Non. Est-ce que tu vas le faire? Oui, non. Forcément. Mais si, tu vas le faire. J'ai beaucoup d'affection pour Mourad, mais aucune pour le personnage dont tu parles. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Quoi? Marcelo Bielsa? L'homme qui a fait rêver tous les supporters de Marseille? Non, c'est l'imposteur, ça m'intéresse pas. Toi, tu peux pas dire ça. Ça ne m'intéresse pas. Comment je ne peux pas dire ça? Mais non. Un peu de la liberté pour la France. Je peux dire ça, oui. Tu peux le dire. Tu peux le dire, mais je suis loin d'être le seul. Je suis non seulement le seul à le penser, mais c'est ce que pensent tous les dirigeants de football. Ah oui, mais puisqu'aucun ne l'a embauché. Français. Ouais, enfin bon, il est allé à Leeds en deuxième division, donc vous voyez que... D'accord, mais t'as vu ce qu'il fait à Leeds? T'as vu un peu les supporters qui sont derrière lui? La ferveur qu'il y a autour de... Les supporters sont derrière, les autres clubs seront devant à la fin. Comme d'habitude. Ils sont en tête, quand même. J'aurais pas dû me lancer dans ce débat. Dans ce sujet-là. Parce que j'ai oublié ça. Hein, c'est un dieu pour nous. Hein? Tu fais pas partie de la Comme secte. le mandarum. C'est exactement pareil. C'est une secte. C'est le gourou d'une secte. Tu vois, il était calme quand tu l'as présenté. D'un coup, il s'est énervé. Je reste calme. Allez messieurs, on va parler de l'Olympique de Marseille. Avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez faire comme Jacques-Henri. Pouce vers le haut, Jacques-Henri Hérault, pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner. Et parce que j'en ai pas parlé la dernière fois, mais si on atteint les 50 000 abonnés, qu'est-ce qu'on va faire? Avant la fin de la saison. Avant la fin de la saison, on va offrir des abonnements pour la saison prochaine. En virage, 2 abonnements. On va offrir un pack Ligue des Champions. Mais le problème, c'est qu'on va en parler en fin d'émission. Le pack, il est pas sûr. Le pack, il est pas sûr de tomber. On trouvera autre chose. Parce qu'à la fois sportivement, c'est en train de se... Bon, on a toujours de l'avance. Compliqué. Puis il y a cette histoire de fair play financier. Voilà, ça sera le gros débat. Abonnez-vous, pouce vers le haut, comme Jacques-Henri Hérault. Et c'est tout de suite le décrassage. Le décrassage d'OM Amiens. C'était déjà il y a 2-3 jours. Allez, c'était vendredi soir. Match nul de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu retiens, toi, déjà, honneur à l'invité, Mario, tu retiens quoi, toi, de ce match à froid à chaud, que ça m'a rappelé Nantes, Toulouse, Angers. C'est toujours la même chose depuis le début janvier. Et ça m'a surtout rappelé Nantes. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais contre Nantes, le 3e but, évidemment, il ne servait à rien, puisque ça faisait 3. Mais il a été marqué dans le temps additionnel. À Nîmes, Do a réduit l'écart dans le temps additionnel. C'est vrai. Et là, l'égalisation, qui est beaucoup plus ennuyeuse, puisque là, elle prive l'OM de 2 points, elle est aussi survenue dans le temps additionnel. Ça signifie qu'en ce moment, pour l'OM, les matchs se terminent avant la fin. Ça signifie qu'il y a vraiment dû laisser aller. Alors qu'on louait justement cette solidité défensive, l'OM ne prenait plus de buts. Là, ils en ont encaissé 7 sur les 4 derniers matchs. 5 au Vélodrome en 2 matchs. C'est bien. Ce sont les mêmes joueurs, ils n'ont pas perdu leur talent. Donc, ils sont moins attentifs, moins concentrés. Ils ont beaucoup moins envie de faire les efforts jusqu'au bout parce qu'ils pensent que c'est arrivé. La réaction à Lille. On en parlait d'ailleurs après Lille. Bien sûr. Alors après, Valère Germain me disait encore quelques jours, peut-être que la défaite contre Nantes a permis à l'OM de gagner à Nîmes parce que ça les a... Mais remarquez qu'à Nîmes, ils avaient attaqué le match dans les mêmes dispositions. Le but nîmois, les Nîmois ont fait ce qu'ils voulaient. Après, secoués, ils ont réagi. Mais là, il s'est passé la même chose. Ils menaient 2-0. Ils avaient gagné le match. Et puis, alors certes, il y a eu un penalty qui est discutable, mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ils se sont fait avoir parce qu'ils n'étaient plus tout à fait, dans le match. Jean-Charles, tu retiens quoi, toi?
Moi, je pense qu'on traverse une période difficile. Mario l'a dit, c'est vrai que depuis la reprise 2020, on se rend compte de beaucoup de choses, notamment dans la concentration, dans la fin des rencontres. Ils vont pas puiser un petit peu au fond d'eux-mêmes. On s'aperçoit notamment qu'on encaisse des buts en fin de rencontre. Et tout ça, c'était pas le cas auparavant, les 4 premiers mois de championnat, où tout allait bien, ou bien au contraire, où on finissait très fort. Même en début d'année, sur la fin, tu prends pas de but. On prenait pas de but. On était solide, pas de but. On était très solidaires. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un petit changement derrière, Kaleta Sarr qui s'est blessé. Mais bon, c'est pas l'excuse. Je pense que c'est une question de concentration, d'implication. Je pense qu'il faut beaucoup plus s'impliquer quand on sait qu'il y a quelque chose à gagner en fin de saison. Quand je dis à gagner, c'est la Ligue des Champions, bien sûr, la 2e place. Et là, on s'aperçoit que les petits détails, les petits détails se paient cher. Le manque de concentration, le manque de placement, le manque de replacement, peut-être le ballon donné qu'il ne fallait pas le donner, ou temporiser, ou peut-être dégager fort devant aussi. C'est pas mal joué des fois de dégager dans une tribune. Quand on mène 2-1 à 2 minutes de la fin et qu'on sait qu'on n'est pas bien, il faut faire aussi, il faut savoir jouer comme ça. Ce qu'ils ont fait à Rennes, par exemple. Ce qu'ils ont fait à Rennes. À Saint-Étienne. Je pense que cette équipe aujourd'hui, je ne vais pas aller dire qu'il y a une petite fracture, mais elle a une petite séquelle sur les derniers matchs, sur les dernières minutes des rencontres, et qui permet aujourd'hui d'avoir une fébrilité et que les adversaires en profitent. Ils se rendent compte qu'il y a cette fébrilité côté marseillais. Est-ce qu'en interne, il y a peut-être des petites choses aussi qui, aujourd'hui, on va en reparler certainement un petit peu plus tard, qui font que l'OM n'a pas le même rendement, n'a pas la même implication dans les rencontres. Nico, on en parlait, est-ce que justement il peut y avoir un petit doute aussi dans cette équipe qui s'est immiscée comme ça, force de prendre ces fameux buts à la fin? Peut-être un doute défensif, effectivement, parce que la force de Stoem en 2020, en tout cas, c'était cette défense avec Kaleta Sarr, Alvaro et Camara au milieu de terrain. C'est quelque chose qui n'était pas le cas sur le dernier match. Mais après, je pense que, je suis d'accord avec Mario, je pense que la victoire à Lille, ils se sont crus arriver. Ils ont cru que le plus dur était fait et que maintenant ils pouvaient les jouer facile. Et je pense qu'il y a un homme qui illustre un peu ça, c'est Dimitri Payet. Le match qu'il fait. Dimitri Payet, moi je pensais plutôt, quand tu as dit ça, je pensais plutôt à Villas-Boas, parce que c'est aussi Villas-Boas, ça a été le premier à la conférence de presse d'après Lille. De dire maintenant on peut parler de la saison prochaine parce que lui il veut vite savoir. Je pense que lui il veut vite savoir où ça en est pour se projeter sur la saison prochaine. Mais je parlais de Dimitri Payet parce que je trouve que Payet, depuis sa petite blessure là, il joue facile. Il joue vraiment facile. Et là, le dernier match, c'était terrible. La première mi-temps, il perd quasiment tous les ballons parce qu'il joue mais trop facile. Deuxième mi-temps, il accélère, il voulait marquer son but. Il fait 1 ou 2 festivals en slalom spécial dans la défense. Il marque son tir contré et après, merci, au revoir, fin du bal. Payet, il joue trop facile, c'est insuffisant. Et malheureusement, quand ton leader technique est le seul mec qui te fait un peu les différences devant, il joue comme ça donne pas un signe positif aux autres. Donc tu es en train de perdre ton attaque et ta défense elle est moins solide. Donc forcément ça se complique. Il va falloir vraiment que Villas-Boas il resserre les boulons. Il a fait un petit peu son autocritique aussi parce qu'il a un peu pété les plombs à la fin du match. Je pense que là faut arrêter la suffisance. Rien n'est fait. Il n'y a plus que 6 points avec Rennes. Il y a des matchs difficiles qui arrivent. Là il va falloir se resserrer et vraiment se remettre en esprit de combattant comme ils l'ont fait. Après il y a un dernier truc. Je pense que quand il y a eu le marathon, il jouait tous les 3 jours. Villas-Boas, il est quand même revenu sur un système de jeu comme un minima. C'est-à-dire qu'on attend un peu, on essaie de contrer, etc. Ouais. Ils se sont un petit peu enfermés là-dedans. Et je pense que même les joueurs se sont dit, bon, on n'a pas besoin de faire vraiment plus offensivement. On attend un peu sur une frappe, sur une passe de Payet, on peut s'en sortir. Et ça, je pense que c'est trop léger, c'est insuffisant. L'OM ne tient qu'à un fil et ne marque pas assez. Et si la défense ne tient plus, ça va devenir très compliqué. Là, tu menais 2-0 face à Amiens et tu te refais reprendre dans les 10 dernières minutes. Quoi. Tu sais, tu parles beaucoup de défense, mais je pense que c'est un esprit collectif. Oui, bien sûr. Je pense que c'est les zones de jeu qui sont mal. Il y a une question de coaching là. Il y a beaucoup de pertes de balles au milieu. D'erreurs techniques. Oui. C'est impressionnant sur les contrôles et les passes à 3 mètres. On a vu ça vendredi soir face à Amiens, où pour moi, ça m'a marqué. En fait, quand les adversaires arrivent à lancer. Oui. Et quand toi, tu te rends compte que tu es dans la tribune, que tu regardes ça et que tu te dis, oh, la passe à 3 mètres, c'est pas un seul joueur, c'est 3-4 joueurs à qui c'est arrivé. Tu te dis, la rencontre risque de mal se dérouler. Et après, si les attaquants, si les milieux, si les défenseurs, peu importe, ne font pas les efforts ensemble,
tu arrives à ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire prendre des buts dans les dernières minutes, manque de concentration, manque de remplacement, comme on disait. Et puis cette équipe-là commence peut-être à douter à force. Parce que le point fort de cette équipe, c'était de ne plus douter. Quand Villas-Boas leur donnait une totale confiance. Aujourd'hui, cette équipe, que ce soit sur un côté, dans l'axe, peu importe les changements qu'ils peuvent avoir, même si Pipa a marqué 3 buts à Nîmes, sur ce match-là, je ne sais pas s'il a joué, quoi, en fait. Mais si, il avait un bonnet. Oui, il avait un bonnet, Voilà. exact. Mais voilà, après, c'est un ensemble. C'est le collectif qui va faire la force je dirais, de la rentabilité des points en fin de saison. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se disperse peu à peu dans des zones de jeu et que les adversaires en profitent. Le fait du match, Nico, ton fait de match? C'est ce penalty. Parce que l'OM commençait un petit peu à se dire bon, c'est bon, 2-0, c'est réglé, on est tranquille. Et le penalty, il est discutable, je suis d'accord. Après, vitesse réelle, franchement, il la joue super bien, hein, Guirassy. Mais quand on voit le ralenti, on voit vraiment qu'il jette sa jambe dans le genou d'Amavi. Ah, je suis même pas sûr qu'il le joue. Moi, j'ai l'impression qu'il le joue. Moi, j'ai l'impression qu'il le joue vraiment. Il a touché, il est tombé, ils sont tombés tous les deux. Justement, la vitesse, tu parles de vitesse réelle, la vitesse à laquelle ils vont, le moindre truc, ça fait tomber. Hein, donc, moi, je suis absolument d'accord avec Villas-Boas, même si, alors, tu as raison, il a pété les plombs, il s'est énervé, ça prouve qu'il est pas bien, qu'il sent que ça va pas. Mais il a senti que c'était pas bon. Mais là où je suis d'accord, c'est que c'est la vidéo qui aurait dû alerter l'arbitre, dire regarde les images. Voilà. Parce qu'on comprend effectivement qu'à vitesse réelle, il estimait qu'il y avait pénalty. Oui, bien sûr. Et l'autre, Amavi, arrive derrière, Guirassy tombe. Mais quand on le voit, on se rend compte qu'effectivement, Amavi ne cherche pas, ne fait pas faute, c'est pas lui qui le touche. Mais Guirassy n'est pas non plus, ne percute pas Amavi pour faire semblant de tomber. Et dans la course, sa jambe touche la jambe d'Amavi, ils tombent tous les deux. L'arbitre aurait dû le revoir. Et je pense qu'il se serait fait au moins une idée plus juste. Et ça bascule un peu le truc parce que là, à 2-1, tu te mets un peu en stress. Ah bah oui. Et après, tu subis. Tu as la barre et l'égalisation dans les dernières secondes. Quoi. Ouais. C'est le fait du match aussi pour toi ou t'en as un autre? Ah oui, je pense parce que c'est là que ça bascule. À 2-0, l'OM aurait plus facilement géré. À 2-1, ils sont devenus un peu plus fébriles et les Amiénois, ils ont cru un petit peu plus fort. Puisque jusque-là, Lucas Lessner le disait, il s'était dit, on essaie d'y croire jusqu'au bout. Bon, à la 90e, si ça avait été 2-0, je pense qu'il n'aurait plus cru. Mais à 2-1, avec 5 minutes de temps additionnel, voilà, ça leur donne un surcroît de motivation. Jean-Charles? Moi, je pense qu'il y a un fait du match aussi qui était important, c'est les 3 changements. Et ouais. Le coaching, je pense que le coaching a mal été géré. Peut-être en menant 2-0, on s'est dit on va faire entrer un petit peu Thauvin pour qu'il retrouve le public, les sensations, pour qu'il retrouve un petit peu l'inspiration du jeu, pour essayer de retrouver... Oui, il retrouve aussi les occasions de but, ce que les autres n'ont pas eu. Exact. Il y a eu plus d'occasions de but que Benedetto et Germain réunis. Absolument, je suis d'accord avec toi. Donc, mais à bout de course, je trouve que c'était pas mauvais. Mais ces 3 changements-là, et notamment le côté droit, parce que c'était Thauvin et Sarr, ça a déséquilibré complètement. Ça a déséquilibré pour moi, et notamment le deuxième but, et ça passe côté droit. Quoi. Ouais. Donc, et Jean-Charles, en fait, c'est pas forcément l'entrée de Thauvin qui déséquilibre, c'est les gens qui sont sortis. Parce mais qu'il a gardé 2 attaquants plus Thauvin. Il aurait peut-être dû sortir Benedetto, justement, qui faisait pas un bon match, et faire entrer Thauvin. Le du match, c'est que tu changes 3 joueurs qui étaient plus ou moins dans le match. Et après ça, on s'aperçoit qu'on encaisse les 2 buts. Et qui vient côté droit, donc ça a été un petit peu gênant. D'ailleurs, Villas-Boas l'a lui-même reconnu au terme du match. C'est ça que j'apprécie quand même. Bon, il fait entrer Sakai, il fait pas cadeau de 10 minutes de jeu à Mohamed Abdallah. Il fait entrer un joueur quand même qui est un titulaire potentiel, qui jouera contre PSG, qui donc a besoin de rejouer. Je pense que l'entrée de Sakai ne devait pas affaiblir cette équipe. Si les autres avaient tous joué le jeu jusqu'au bout. Je remarque quand même que Amavi, il est absent aussi. Sur le penalty, il n'est pas coupable pour moi. Mais sur le deuxième but, il est quand même loin. Et qui vient de prendre 3 cartons jaunes en 4 matchs. Ce qui, comme les 2 jaunes de Payet qui le mettent en danger, illustre un peu aussi la fébrilité actuelle de cette équipe. Il a raison, Mario, c'est un signe, ça. Tu sais, quand tu prends des cartons à répétition comme ça, quand tu es
déjà en danger. Fait des grosses fautes en plus souvent. Tu fais des fautes des grosses fautes, mais des fois inutiles aussi. Payet, non, ce ne sont que des contestations. Oui, Payet. Et ça veut dire que... Sa spécialité à Payet, quand même. Tous ces cartons jaunes sont sur des contestations. Ouais. Ça veut dire que tu vas mettre ton équipe en déséquilibre, que toi tu es peut-être un peu moins bien sur le terrain, que tu te trouves des excuses en prenant des cartons aussi. Donc ça, méfiance. Je pense que le coach, il est très intelligent, qu'il est attentif à tout ça, que lui sait reconnaître ses erreurs. Je pense qu'il va savoir aussi reprendre les joueurs dans le bon sens. Man and Merguez of the match. Man of the match. Mario, l'homme du match. Oh, yeah. Guirassy. Ben oui. Non, mais en fait, alors j'ai pas bien expliqué. Ouais. C'est man of the match, c'est olympien of the match en fait, parce qu'on ne considère nous que l'Olympique de Marseille. Les autres, on les dénigre complètement. Tu sais, dans cette émission, ils n'existent pas. Marius Trésor, qui était là au plus avant le match, qu'on a croisé qui en aussi, plus a habité cette résidence. Nous sommes voisins. Moi, je dirais une nouvelle fois Sanson quand même. Ouais. Oui. Je dirais une nouvelle fois Sanson. Oui, bien sûr. Je pense qu'il a beaucoup d'activités, il ratisse beaucoup de ballons, il marque encore un but. Je veux dire, voilà. Quoi, Il fait la dernière passe si on n'a à pas ce Payet, joueur actuellement, je pense qu'on est en souffrance. Hein. Sincèrement, je pense qu'on est en souffrance. Il y en a un qui est moins bien, c'est Rongier aussi, dans ce secteur-là, depuis quelques temps. Nico, Je vais aussi donner à Sanson, pardon, mais je reconnais que Strootman n'a pas fait un match catastrophique. Il n'a pas été inintéressant. c'est vrai. Même je trouve c'est bien en première mi-temps, et il faut le souligner parce que c'est vrai que le fait que c'est quand même moins bon que Camara, on va pas se leurrer, c'est pas la même influence, etc. Mais il fait le boulot, il était présent à la récupération, il est dans les duels, il est dans la motivation. C'est lui qui donne la balle de la passe décisive à Sanson. Et il restait sur un match où pour moi il a déjà été le meilleur, c'était à Lyon. Merguez of the match. Qui a une merguez? Moi j'en ai une. C'est un mec qui a mis un bonnet de bain et qui a complètement coulé. Parce que son seul fait de match, c'est d'avoir mis un bonnet de bain. Parce que Benedetto, il a été transparent sur ce match. Alors il n'est pas aidé par ses collègues. Il sortait d'un triplé. Hein. Non, mais il n'est pas aidé par ses collègues. Parce que même Payet, quand il flambe, il fait 0 passe. Parce que quand il dribble la terre entière, il n'y a plus qu'à la donner à Benedetto, c'est but. Non, mais moi je pense que sur cette rencontre, sans vouloir caillasser un petit peu tout le monde, on peut mettre Benedetto, on peut mettre Payet. On peut mettre à ma vie, Mario l'a dit aussi. Je pense que sur les dernières rencontres... Payet, c'est quand même lui qui ouvre le score. Oui, mais bon, à part ça... à part ça... La première mi-temps catastrophique. Mais je pense que Pipa, je pense que Benedetto, franchement, il a été transparent. Ouais, transparent. Alors, après une rencontre à Nîmes où tu marques 3 buts, tu te dis, tu joues contre Amiens, qui est avant-dernier, tu te dis de notre avant-centre. Ce soir, il va être dans des dispositions assez intéressantes. Bon, donc à domicile, face au 19e... Mais alors, calme plat, rien. On en revient quand même à 2 remarques précédentes. C'est-à-dire, tout à l'heure, que tu me parlais de l'entrée de Thauvin. On se rend compte que Thauvin, en un quart d'heure, il s'est procuré 2 occasions. Absolument. Ce qui n'a pas été le cas de Germain et Benedetto. Mais aussi que Benedetto, comme Germain, quand Germain joue ensemble, n'ont pas un ballon de but. Alors, peut-être qu'il ne se démarque pas bien, mais bon, dans le cas que tu évoquais, de la série de dribbles de Payet, il est démarqué. Il est démarqué. Quand tu rentres à 10 minutes de la fin, tu as plus d'espace aussi. Radonjic, je peux en parler. Voilà, mais ça n'est pas un hasard. Tu as raison de parler de Radonjic, parce que depuis qu'il n'est plus là, l'OM ne gagne plus. Et notamment fait rencontre. Parce que quand Amiens a égalisé en rigolant, j'ai dit à mes collègues, ça va, Radonjic, tu vas mettre le 3e. Mais c'est quand même arrivé plusieurs fois. Oui, il rentrait le fin de match, il faisait mal. Mais j'ai l'impression, moi, que dans les dernières rencontres qu'on peut voir, on a plus de solistes qu'un collectif. Et oui, ça joue moins. Les buts que tu marques, c'est que des frappes, hein. C'est pas dans le jeu, en fait. Enfin, à Nîmes, quand même, le premier but est magnifique. Mais après, je veux dire, c'est plus des joueurs qui vont faire un exploit technique, qui vont faire une longue course, qui vont mettre une superbe frappe, que dans le jeu, où un système à 3, une 2, une remise, un centre. On le voit plus depuis un petit mois. C'est un système de jeu un peu plus simpliste que Villas-Boas aussi a mis en place là pour au moment du marathon. Enfin, juste un dernier mot par rapport à l'arbitre, sans parler des buts. Moi, ce genre d'arbitre-là, j'en ai un peu plus. Je l'ai dit dans le débrief l'autre jour. C'est le comportement. Franchement, il a un comportement insupportable. Il est hautain, il répond pas. On le voit quand Villas-Boas, il pète les plombs. Il a pas pété les plombs parce que là, c'est du Rudy Garcia de faire ça. Il faut pas faire ça. Mais il lui parle, il fait mais répondez-moi. L'autre, il le regarde pas, il lui met le carton rouge. Enfin, vraiment. Il faut changer ses mentalités, c'est pas possible. Ça met le feu aux poudres. Exactement. Faites comme Marcelo Bielsa, d'ailleurs, face à l'arbitrage.
N'en parlez pas. Voilà, ne regardez pas vos interlocuteurs quand vous leur parlez. Soyez grossiers. Soyez grossier. Et faites comme Mario, achetez ce livre. Allez, on passe tout de suite au petit débat. Et c'est la course à la Ligue des Champions. C'est tout de suite, c'est maintenant. Course à la Ligue des Champions. Et oui, course à la Ligue des Champions. On va tout d'abord parler des résultats des concurrents de l'Olympique de Marseille. On va les voir, ils sont peu nombreux les concurrents de l'Olympique de Marseille pour les places pour la Ligue des Champions la saison prochaine. On peut les voir, voilà, ils sont là. Alors je sais pas pourquoi on met Monaco-Nice, mais on les a mis, voilà, parce qu'on les aime bien. Non, enfin on les aime pas. Parce qu'on pensait que on pensait que Monaco allait faire peut-être quelque chose, qu'elle allait faire illusion. Bon, il y a 2 journées, Monaco, c'était l'outsider, hein, mais c'est fini là, en deux matchs. Alors on s'aperçoit surtout que Rennes est allé exploser littéralement chez lui Montpellier. Ou c'est plutôt Montpellier qui a... c'est Montpellier là, toutes ces lettres Montpellier Héros Sporting Club. Ah d'accord, donc moi je dis Montpellier. Moi aussi. Hein. Mais c'est plutôt Montpellier qui a explosé à l'extérieur comme ils le font souvent quand même. C'est étonnant parce que c'est quand même une équipe réputée pour la solidité défensive. Mais à l'extérieur ils sont pas bons. Ouais, c'est vrai. Et que Lille, que l'OM va aller jouer là-bas. Et ouais, c'est ça. Et que Lille, on va revoir ça. C'est imposé contre Lyon, donc avec un score qui n'a pas 1-0, mais qui aurait pu être beaucoup plus large. Qui aurait pu être 3-0. Lyon qui a été très faible. Ou alors Lille très bon. Et Lille très bon aussi. Lille très bon. Je pense un Lyon quand même. Leur défense à 3, Garcia, merci. Je ne vais pas parler de Lyon parce que ça ne nous intéresse pas trop, mais leur défense à 3, ça va très vite. De temps en temps, ça va très vite par contre derrière. Marcelo, Deneyer et Andersen. Alors quelle vitesse? Alors messieurs, tout ça pour dire que l'OM fait la très mauvaise opération du week-end, puisque à la fois Rennes et Lille reprennent 2 points dans cette course à la Ligue des Champions. On va voir le classement. Il est là. Et désormais, l'Olympique de Marseille ne compte plus que 6 points d'avance sur Rennes et 7 points d'avance sur Lille. Et Reims, c'est 5e. Ouais, mais bon, là, pour le reste, on ne regarde plus, messieurs. Le reste, c'est terminé. Là, il y a vraiment un trou. Il y a un trou. Le trou est fait, là. Il reste 10 journées aujourd'hui. Sauf un cataclysme. Sauf si le 2e du championnat ne joue pas la Coupe d'Europe et que le 4e prend la place du 3e et joue au tour préliminaire. Est-ce que c'est possible ça? Ça, c'est le gros débat, ça. Ça dépend du cercle financier. Non, mais ce que je veux dire, si l'OM... On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure de ça, du fair play financier, de l'impact que ça peut avoir sur... Non, mais de toute façon, dans l'absolu, le 4e... Si Paris gagne les 2 coupes, 4e jouera à la Ligue Europa, peut-être le 5e. Donc c'est vrai que la lutte pour les places derrière va compter. Ouais. Que ce soit Reims, qui est Montpellier dans le coup, indirectement, ça peut impacter la saison de l'OM, puisque l'OM va jouer à Montpellier, jouera à Reims lors de la dernière journée. Et on sait que la motivation des clubs dans les dernières journées, c'est quand même, ça peut influer sur les résultats et donc sur le parcours et le classement final de l'OM. Et sur le transfert. Est-ce que vous craignez, parce que là on a l'impression que l'OM effectivement est dans une dynamique peut-être moins bonne que ces 2 autres rivaux. Est-ce que vous craignez que l'OM puisse se faire dépasser par les 2? Je craignais moins il y a quelques semaines en arrière. Il y a encore un petit matelas. Hein. Il y a un bon matelas. Il reste 10 journées, on verra tout à l'heure. 6 points. Ça peut aller très vite. Après, maintenant, il faut regarder le goal. Dans un sens comme dans un autre. Certes, j'étais plus confiant il y a quelques semaines en arrière. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis inquiet, mais je m'interroge. Je m'interroge par rapport au rendement de l'effectif, du jeu, et face aux adversaires qu'on joue ces dernières semaines, qui ne sont pas non plus aussi des flous de guerre. Donc, où on devrait prendre des points, on ne les prend pas, et où on n'aurait pas dû les prendre, c'était du côté de Lille, on les a pris. Donc, je ne sais plus vraiment où est-ce que l'OM va en arriver, mais j'ai ce petit... cette petite réserve, voilà. Ok, Mario, tu es inquiet toi ou tu te dis, bon, il y a suffisamment de points d'avance pour pouvoir... Mais non, Jean-Charles vient de le dire, 2 matchs, c'est rien, une défaite à Lyon, qui ne serait pas un scandale, une défaite contre Paris, et ça y est, c'est fini. Alors, bien évidemment, les autres vont aussi
jouer, il n'est pas dit qu'ils gagnent tous les matchs, mais ça peut leur arriver. Non, ce qui m'inquiète, j'étais moins inquiet après Nantes, comme Jean-Charles, parce que il y avait la thèse de l'accident. C'était après Lille. Bon, après il y a eu Nîmes. Je me suis dit bon, ben ça va. Il y a récidive. Maintenant il y a récidive. C'est la récidive qui pose problème. Avec la perspective de jouer à Montpellier sans Alvaro, la perspective de jouer contre Paris sans Amavi. Si le match contre Montpellier est maintenu, parce que sinon la suspension d'Alvaro, elle serait aussi reportée sur Paris, et là il en manquerait 2. Et la suspension future de Dimitri Payet, puisqu'il avait déjà 2 jaunes, et donc ça te baisse de régime, ça te dynamique, parce que ça existe, la dynamique. Quand on y croit, quand on pense que inéluctablement on va réussir à égaliser ou à gagner le match, ben on est poussé vers... Et puis, il y en a d'autres, regardez, Toulouse, quand il tombe quelque chose, c'est sur leur tête à eux. Donc, voilà, cette dynamique maintenant, c'est inversé. Il ne faudrait pas que la réussite qu'on avait à un moment donné, ça se retourne un peu contre nous aujourd'hui. Toi, Nico, tu restes confiant ou pas? Moi, ce qui m'inquiète, et je le dis depuis le début de l'année, c'est vu qu'en termes de jeu, c'est minimaliste et c'est toujours sur un fil. Là, c'est en train de perdre justement ce petit plus d'âme qui faisait la différence, qui faisait basculer les matchs, ça devient inquiétant. Moi, au-delà des adversaires, c'est plutôt l'OM qui m'inquiète. Parce que aussi, ils vont jouer plein de matchs, et finalement, les calendriers, ça veut rien dire, parce que tu peux perdre contre n'importe qui en Ligue 1. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le niveau de jeu proposé. Donc on laisse tomber le calendrier qu'on a prévu d'analyser. Je te flingue la suite du truc. Mais non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment le niveau de jeu proposé par l'OM, et cette défense là qui est moins performante, mais c'est ça, c'est un collectif. C'est l'état d'esprit, déjà que le jeu, c'est pas génial, si tu perds un peu d'état d'esprit, ça va devenir très compliqué. Vous pensez réellement que... Parce que là, il faudrait aussi que et Lille, parce qu'on parle de Ligue des Champions, donc allez, admettons, ça va jusqu'à la 3e place. Tu peux finir 3e et être en Ligue des Champions. Non. Tout dépend après des résultats. Il a raison. Oui. Tu es un tour préliminaire. Il y a préliminaire, mais tu peux aussi y être directement en fonction du vainqueur de la Ligue Europa. Donc, est-ce que vous imaginez vraiment que à la fois Lille et à la fois Rennes fassent un parcours comme ça quasi sans faute, parce qu'il faudrait qu'ils fassent un parcours quasi sans faute. Ils sont bien aussi. Ils n'ont qu'une défaite. Lille est habitué à Lille. C'est là que serait intéressant de voir. Alors c'est là qu'on va regarder le programme des concurrents de l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors déjà, si on s'intéresse aux 2 prochains matchs. Déjà, on a des matchs très, très compliqués. C'est quoi les LGBT là en haut là? Girondins de Bordeaux. Ah d'accord. Dans le club de Bordeaux, les Girondins de Bordeaux. C'est vrai que tu as raison. FCGB, Football Club Girondins de Bordeaux. Voilà. Non, mais on n'a pas la place. Alors sur les 2 prochains matchs, c'est pas mal quand même, parce que nous, donc on va se déplacer. Pourquoi Monaco, c'est pas la SM alors? C'est Metz, le FCM. C'est vrai. Ah, vous avez peur qu'on confonde avec le Football Club de Marseille? C'est ça. Exact. On se déplace à Montpellier et on reçoit Paris. Compliqué. Et en même temps, donc Rennes va à Bordeaux et reçoit Lyon. C'est pas ça, pas gagné d'avance non plus. Non, mais prends la première ligne déjà. Ouais. Déjà, nous à Montpellier. Non, parce que ce que je voulais dire, moi, c'est que sur les 2 prochains matchs, il peut y avoir déjà, par rapport à Lille, notamment, un resserrement. Parce que c'est pas dit que l'Olympique de Marseille fasse 0 point sur ces matchs-là. Tu peux faire un coup à Montpellier. Ou tu peux faire 1 point, même si tu fais 1 point et que Lille gagne c'est pas dit qu'ils en prennent ces 2 prochains matchs. 3 ou 4 aussi. Le problème il est là. D'accord. Après, c'est que de la science-fiction. Mais oui, mais quand même, monte un tableau, on essaie de travailler sur le tableau. Oui, voilà. Donc moi, déjà la première rencontre, c'est dès samedi, du côté de Montpellier qui vient de se prendre une gifle 5-0 à Rennes. Je pense que devant son public, face à l'Olympique de Marseille, à moins que ce soit huis clos, on ne sait pas encore, il y a des chances que ce soit huis clos. Ça ne sera pas facile, parce que ça reste quand même un derby, qu'on le veuille ou non. Ça reste quand même un match entre Montpellier et l'OM. On les voit, les équipes contre l'OM, Nîmes contre l'OM. Même si on s'aime bien, c'est des entre clubs, mais entre supporters et entre rivalités, il y a toujours des... Non, puis il y a, comme tu l'as dit, ils en ont pris 5. Hein. Voilà. Ils ont besoin de... Et chez eux, ils sont intraitables. Oui, et on voit que Lille va à Brest, qui me semble, même si Brest a des performances... ils sont pas mal, Brest. Ils sont pas mal, mais je pense que Lille... Et notamment sur des matchs comme ça, avec la rapidité de Osimhen devant,
ça peut prendre des points du côté de Brest. Et je crois qu'il y avait Rennes qui se déplaçait aux Girondins. On va revoir. Si je ne me trompe pas. Ouais. Et on ne peut pas dire que les Girondins de Bordeaux mais ce soit le Jean-Charles, football de guerre. tu Hein, vois, moi, je suis d'accord avec ton analyse. Dans l'absolu, là, tu te dis le plus compliqué, c'est pour Marseille. Les 3 sont en déplacement. Mais franchement, Bordeaux, ils peuvent te sortir un match face à Rennes. Ils peuvent Bordeaux, c'est les le embêter. plus Et bon, même Lille à l'extérieur, cette année, c'est pas là où ils sont les meilleurs. Ouais, mais donc bon. ils peuvent être embêtés par Brest. Non, mais ça dépend comment ils les ont matchs moins ils de peuvent buts que tourner. nous. Oui, non, mais Ils sont après, tout ça, tout ça bien sûr. s'applique quand même sur le calendrier jusqu'à la fin de la saison. Oui, quand même. oui. Parce que vous voyez des équipes, Reims qui revient, ce que je disais tout à l'heure, la 4e, la 5e place peuvent être européennes. Donc, Lille qui ira jouer à Reims ou affrontera Reims, c'est pas gagné d'avance, comme l'OM à la dernière journée à Reims. Il y a Lille va se déplacer à Nîmes. C'est pas gagné d'avance non plus. Donc, c'est vrai que on imagine mal Rennes et Lille, tous les deux, faire le plein. Sachant en plus on disait que... Mais attention, moi je vous ai dit que l'OM pouvait être en danger contre Paris et à Lyon. Ils n'ont pas gagné d'avance non plus à Strasbourg. On parlait de Montpellier, mais à Strasbourg, à Reims, et puis contre n'importe qui à domicile. Oui, Donc, parce qu'on va aussi jouer Nice, on va aussi jouer Monaco, mais il faut aussi souligner que Rennes va aussi jouer Lyon et Paris. c'est vrai. Donc, et par contre, pas Lille. Non, mais Est-ce que c'est Lille selon vous? On va regarder encore. On va voir le tableau, Voilà. ça serait bien. Ce qui est inquiétant pour moi aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est, comme disaient Mario et Nico, c'est peut-être pas les adversaires, c'est l'OM qui me fait peur. ouais, c'est dynamique. C'est la dynamique. C'est le fond de jeu. C'est ça qui me fait craindre un petit peu les adversaires, quoi. Parce que je me dis que Lille, il reste sur une dynamique de victoire, même si sur l'extérieur, ils sont pas excellents. Mais quand on les voit jouer, qu'on les a vus jouer hier face à Lyon, ça a démontré un système de jeu et un fond de jeu très intéressant. Et quand on voit jouer Rennes face à Montpellier qui en met 5, on se dit, l'OM aujourd'hui ne joue pas comme ça. Alors, c'est ça qui m'inquiète un peu. si on Est-ce qu'on va reprend- retrouver toutes nos Ouais. vertus? Voilà. Si on reprend encore le calendrier, on peut s'apercevoir aussi que Lille va jouer 6 fois à l'extérieur. Oui, Et Lille à l'extérieur, c'est déjà un petit Ouais, peu mais- moins... performant. Et j'en reviens une bien. nouvelle fois. Ouais. D'ici qui joue 6 fois à l'extérieur, il n'y a que 6 points de différence. Donc c'est 2 matchs. Ouais. Donc il reste 10 rencontres. Donc ça va très vite. Ça va très très vite. On pense que ça va pas vite. Ça va pas vite quand tu gagnes. Ça va On pense que ça ne va Non, pas c'est vite vrai, parce quand que tu gagnes. on est en train de s'inquiéter pour, oui. pour la Mais fin quand du tu championnat, gagnes. mais bon, il y a quand même des sources d'inquiétude. Ah oui, oui. Un peu plus Ah, loin. oui, C'est ouais. bien, c'est bien le foot, ça nous permet de passer à autre chose. Alors, tiens, mais je suis en parlons-en. train de me dire, on est en train de s'inquiéter, mais bon. La vie va très vite. Bon, on est là. Peut-être que d'ici là, on s'en Champions encore. League, si on n'est pas en Champions League et que les 3/4 de la population meurent du coronavirus, bon, c'est pas grave, on sera en Champions League. Oui, non, mais c'est bien. Hein, C'est bien, ça, c'est un bon message que tu fais passer à la population. Alors, est-ce que le coronavirus peut avoir un impact Mais oui. Bah oui. sur cette fin de championnat? Absolument. Ah oui. Notamment sur les matchs qui arrivent. Oui, parce que c'est que des matchs à l'extérieur pour les équipes. Dans les matchs qui concernées. arrivent, il y a un OM-PSG. Ça serait quand même fou d'avoir un OM-PSG à huis clos. Ah bah c'est. Mais peut-être qu'il se jouera même pas et qu'il sera reporté. Ouais. Je pense qu'il peut. Moi, je vois qu'ils plutôt peuvent le huis clos maintenant et le report après. Ben, le- regardez, le en mettrait Italie, où? Le mettrait où? il y a 15 jours, il n'y a pas une seule victime. Et maintenant, il y a 15 millions de personnes qui sont confinées, donc ça peut aller très vite en France. Oui, hein. ça peut aller très vite. Donc, Bien sûr. compte tenu du calendrier particulier du PSG, Voilà. de sa carrière potentielle encore en Ligue des Champions, des finales de coupe, d'un calendrier qui sera donc très embouteillé, compte tenu des blessures qui peuvent survenir d'ici là. Tu peux pas décaler plusieurs journées de championnat, tu les mettrais où? Ben oui, mais Surtout attendez, Paris, avec Et il y a- tout ce qu'il y a. non, mais en plus, il y a l'Euro non, mais le derrière. championnat, le foot, c'est pipi de chat Oui, à côté bien de sûr, la santé bien sûr. publique. Donc on peut pas dire, on peut Non. pas reporter Ouais, les non, matchs. bien sûr, Oui, bien sûr. on peut les reporter. Non, mais tu peux les faire jouer à huis clos, c'est ça que je te dis. Ah ben oui, Parce que oui, ça, oui, bien sûr. les jouer à huis clos. Oui, encore faudra-t-il que les effectifs soient pas touchés non plus, hein, parce que Ouais. bon. Mais non, mais C'est vrai. c'est pour ça que je dis que cette maladie peut avoir de l'influence, parce que déjà les rencontres à huis clos, dans certains endroits, ça modifie la donne.
Il y a des endroits où c'est quand même... Monaco, ça change pas grand-chose. À Monaco, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, peut-être qu'à Monaco, moins de 1000 personnes, ils pourront jouer. Donc, mais à Marseille, à Nîmes, il y a quand même des endroits où, ils ont besoin de ça. Où ça influence à la fois l'équipe qui reçoit et celle qui se déplace. Donc, il y a ça. Et puis, il y a la perturbation du calendrier. Si les matchs sont reportés, il y a des suspensions qui peuvent être reportées. Donc, puis la forme actuelle. Donc, oui, ça peut jouer tous les 3 jours après, si c'est reporté. Jouer dans un stade vide pour l'OM, c'est vraiment pénalisant. Mais enfin, bon, là. Mais tous les autres aussi. Oui, enfin, là, les 65 000 contre Nantes, c'est pas ça qui les a fait gagner. Donc, j'ai pas l'impression non plus que ça les aide beaucoup actuellement. D'accord. Juste pour faire un point où la situation vraiment aujourd'hui. Un point coronavirus. Breaking. Tu as tous les chiffres? Non, j'ai pas tous les chiffres. chiffres. Faire la conférence de presse C'est bon. Moi, je rentre pas dans la psychose. La réalité, c'est que là, le ministre de la Santé, maintenant, avant, c'était que les milieux fermés où il y avait des limitations. Maintenant, ça s'est généralisé aux milieux ouverts, c'est-à-dire les stades. Donc là, maintenant, c'est les préfets qui décident. C'est pas le ministre de la Santé. Bon, il peut influer, mais c'est les préfets qui vont décider report, comme ça a été fait pour Strasbourg PSG, ou match à huis clos. Donc voilà, ça va bouger. Et là, il y a une réunion ce lundi matin par rapport à ça, donc on va en savoir un petit peu plus avant la fin de la semaine. Dernière question, est-ce que le coronavirus peut impacter les sanctions du fair play financier de l'OM? Est-ce que ça peut les annuler, par exemple? Non, ça marche pas. C'est pas une carte d'immunité, en fait. C'est pas une carte d'immunité. Pas du tout. Bon, alors on en parle tout de suite, c'est le gros débat. C'est le fair play financier qui rattrape l'Olympique de Marseille. Et oui, on va parler fair play financier une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, en fin de semaine dernière, on a appris que le dossier de l'Olympique de Marseille avait été transmis par l'UEFA à l'instance de jugement du contrôle financier des clubs. Pourquoi? Parce que selon l'UEFA, Marseille ne s'est tout simplement pas conformé aux conditions de l'accord négocié pour la saison 2019. Il a raison, 2020. Juste un truc, c'est l'UEFA qui a communiqué. Oui, c'est bien Ils ont sûr. fait un petit bilan sur l'OM, Galatasaray, un autre club, Exactement. et ils ont annoncé ça. Donc, ouvrez les guillemets, c'est là où ne s'est pas conformé aux conditions de l'accord négocié pour la saison 2019-2020. Ça, c'est l'UEFA qui. Il y a tout le monde UEFA. Alors, on pensait, nous, que l'Olympique de Marseille avait jusqu'au 30 juin pour satisfaire les fameux engagements du fair play financier, c'est-à-dire avoir un déficit de 30 millions d'euros maximum sur cette saison, la saison 2019-2020. Or, l'OM avait des objectifs intermédiaires qu'il n'aurait visiblement pas respectés, notamment sur des ventes de joueurs. De la masse salariale aussi. Et sur la réduction de la masse salariale en décembre dernier. Alors, que risque l'Olympique de Marseille? Que risque l'Olympique de Marseille? Alors, il y a le pire et il y a le meilleur aussi. Le meilleur, je ne sais pas, parce que... Le meilleur, ça serait un simple blâme, par exemple. Le meilleur, tu nous parlais du Corona, là. Il y a encore mieux. Mais attends, tu nous parlais du... On va revenir, puisque c'est financier. Ouais. Du Corona, si tu joues à huis clos, les pépettes, elles ne rentrent plus. C'est vrai. Comme disait Mario tout à l'heure en off, les loges ou les 6 milliards qui peuvent se passer dans le stade, ça ne rentre plus. Donc ça veut dire que financièrement, ça veut dire que financièrement, l'OM va être vraiment pénalisé. Oui. Comme tous les autres clubs, Plus bien que sûr. Monaco, ça, c'est sûr. Plus que Monaco. Mais je veux dire, où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent pour pouvoir combler ça? Tu comprends? Parce que tout à l'heure, tu nous dis, on se faisait rattraper. Non, c'est pas rattraper. Oui. On se fait mordre, là. C'est pas pareil. Là, on est mordu, là. Là, ils nous lâchent plus. Oui. Tu comprends? Là, oui, je m'inquiète, vraiment. Ah, c'était la question d'après. Juste, oui. qu'est-ce que l'OM risque? Alors, il y a, ça va de la mise en garde à un simple blâme. Ah, ils ont déjà eu la mise en garde. Une amende, une déduction de points en Coupe d'Europe pour la saison prochaine, si jamais on est qualifié. Zéro. Voilà. On peut commencer par exemple à -3. Et finir à -3. Tu vois, ça serait quand même embêtant. Ça serait une grosse sanction et ça peut aller jusqu'à l'exclusion de compétitions européennes, donc Ligue Europa ou ça, Ligue des Champions. Contre, c'était le cas, par exemple, ça a été le cas de Manchester City. Milan.
et de Milan également. Oui, il y a eu des Bulgares aussi, il y a eu Fenerbahçe, non? Mais pour les Donc ils ne se gêneront pas, non? Voilà. Ils ne vont pas se gêner de le faire. S'ils l'ont fait à des clubs du standing de Milan ou Manchester City, il n'y a pas de raison. Après, c'est pas les mêmes problèmes. Hein. En fait, on s'étonnait vraiment que, donc, quand cette information est sortie, on se demandait tous pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que l'UEFA sort ça maintenant. Alors après, ils peuvent les obliger, il peut y avoir une dernière mise en garde et les obliger à tenir leur objectif au 30 juin. Oui. Parce que c'est vrai que le 30 juin, c'est une véritable échéance, dans la mesure où le championnat peut se terminer, c'est-à-dire que l'OM peut terminer cette saison avec son effectif, donc sans l'affaiblir, et vendre avant le 30 juin, pour qu'au bilan... sauf que là, il y avait des objectifs. Oui, non, mais ils peuvent cette fois-ci les obliger, les suspendre avec sursis. Par exemple, dire, si le 30 juin, c'est pas fait, cette fois-ci, si c'est pas fait. Voilà. Et on comprend mieux aussi pourquoi Jacques-Henri Hérault, lors du dernier mercato, a proposé Sanson en Allemagne. A tenté de vendre beaucoup de joueurs et faisait de sa grande priorité, non pas la qualification pour la Ligue des Champions, mais la situation financière de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous êtes vraiment inquiet pour l'Olympique de Marseille? Oui. Ben, c'est déjà arrivé, l'OM a déjà été exclu de Coupe d'Europe. Hein. Donc, et puis c'est arrivé, on vient de le dire, à d'autres clubs. Donc, on sait que c'est pas une menace en l'air. Le corollaire, c'est que il y a quand même pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat en 2021 et que le club aurait intérêt à entrer en négociation avec eux le plus vite possible pour prolonger ou pour au moins les vendre un petit peu plus cher avant le terme de leur contrat. Le problème, c'est que si il y a incertitude sur l'avenir européen de l'OM ou si l'OM est privé de Coupe d'Europe, ces joueurs-là, ils risquent de pouvoir partir à moins de frais en 2021. En plus, c'est le serpent qui se mord la queue sur ce type de cas-là, parce que il faut que tu les prolonges. Mais si tu les prolonges, tu augmentes ta masse salariale. Je pense à Florent Thauvin. Non, mais tu les prolonges au cas où tu as une vente derrière. Et donc, en fait, tu peux pas le faire, parce que le fair play financier ne te le permet pas. Mais, et en plus, il faut avoir des garanties. Mais si tu les laisses partir dans un an, un Florent Thauvin, t'imagines la catastrophe industrielle que c'est? Ça sera pas le seul, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes. Après, tu peux toujours trouver des joueurs que tu peux vendre au moins 30-40 millions d'euros. Tu peux toujours trouver un arrangement. Tu peux prolonger, par exemple, un Florent Thauvin et lui dire que son salaire ne va pas augmenter avant le 30 juin, par exemple. À moins d'avoir de bons recruteurs. J'aurais dit, ils ont vendu Pépé, ils sont toujours dans le coup. Ils ont trouvé Osimhen. L'OM n'a pas trouvé d'Osimhen. Donc, c'est pas non plus 30 millions d'euros. Est-ce qu'on leur donne la possibilité de pouvoir recruter, Mario, est-ce qu'on leur donne la possibilité d'aller voir chercher des jeunes qui seraient capables d'exploser comme ils explosent du côté de Lille? En tout cas, c'était pas la politique du début de projet. On a préféré miser sur des joueurs de 30 ans, avec des salaires énormes, qui aujourd'hui nous plantent, il faut le dire. Un peu le faire, mais ça a été trop fait. Mais bon, tu le fais sur des joueurs qui t'apportent quelque chose. Gustavo, ça t'apportait quelque chose, par exemple. Oui, mais tu le fais pas sur des joueurs qui ne tapent. Où il y a de jeunes joueurs qui peuvent être capables d'avoir le même niveau. Alvaro Benedetto cette saison. Mais c'est pas un investissement. Non, mais c'est plutôt une réussite au niveau sportif. Ouais, mais financièrement, c'est pas. C'est pas un prêt déjà. C'est pas. Voilà, c'est pas. C'est pas. Tout est une question d'équilibre. Il y a quelques années, quand Vincent Labrune a adopté cette politique. À l'arrivée, oui, ce projet Dortmund, à l'arrivée, il faut quand même bien reconnaître que il y a pas mal de joueurs qui ont été bien vendus. Les Mendy, les Mina, etc. Imboula. L'OM s'est débarrassé d'Imboula, vous vous rendez compte? Mais le problème, c'est que quand ils sont arrivés, ils étaient trop nombreux dans ce cas-là. Et trop nombreux à vouloir prendre la place de joueurs qui avaient un autre état d'esprit que celui de mercenaires qu'avaient ceux-là quand ils sont arrivés. Donc ça n'a pas marché. Et après, on passe à l'inverse, à l'opposé, à prendre Evra, Payet, des plus que trentenaires, très chers, et qui peuvent, Rami, la première année, il a beaucoup apporté. Mais en plus, ils utilisent leur contrat sur 5 ans. Et voilà. Le tout, c'est une question d'équilibre. D'avoir arrivé Mitroglou, parce qu'on n'y passe plus, Mitroglou revient. Non, mais le fair play financier. Non, mais sur le c'est un salaire énorme. Oui, c'est encore un salaire sur un an. Mais c'est pas sur cette saison. Alors, non, mais il va arriver. Oui, mais là, on parle de cette saison par rapport aux sanctions. L'OM va donc devoir vendre
au moins pour 30 à 40 millions d'euros. Ça dépend du déficit. Oui, mais le déficit, alors, qui est estimé À 60, selon l'équipe. Alors selon l'équipe, selon plusieurs sources même, c'est ça, c'est au minimum 60 millions d'euros. La saison dernière, le déficit, je voulais dire ça aussi au passage, c'est que la saison dernière, l'OM avait des engagements aussi sur son déficit et devait avoir un déficit de moins 50 millions d'euros. On a doublé. Or, l'OM a publié ses comptes beaucoup plus tard que prévu, en octobre, les a fait valider en octobre dernier, et on s'est aperçu à ce moment-là que l'OM avait un déficit de 90 millions d'euros. Donc là aussi, ça a dû plus qu'alerter le fair play financier, parce qu'il y a un différentiel qui est quand même très important. Donc je reviens sur les fameux 30 millions à 40 millions à trouver d'ici le 30 janvier. Il faudra aussi réduire la masse salariale. Alors même si 30 juin, même si tu es qualifié pour la Ligue des Champions, ça va sérieusement compliquer. Et oui, parce que les rentrées financières de la Ligue des Champions n'arriveront pas avant le 30 juin. Voilà, Exactement. c'est la saison prochaine. Mais les 30 ou 40 millions, tu vas les trouver. Tu vas les trouver, tu les as pas trouvés depuis combien de temps? Mais Sanson, tu vas le vendre, mais Sanson et Camara. Et Sanson, attends. Pour pas 40 millions sur ces deux joueurs? Mais je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas vraiment depuis. Excuse-moi, on est vraiment con si on n'a pas trouvé 40 millions et des joueurs entre Sanson et par 40 exemple, millions. Par exemple, Sanson, il a été proposé en décembre dernier, il n'y a pas eu d'offre. Oui, mais c'est pas le même marché décembre. Le jouet, au mois de juillet, c'est un transfert, c'est différent. Et puis là, tout le monde sait que tu as le couteau là, tu vois. Oui. Mais le marché de juin, c'est pas la même chose. Les clubs peuvent beaucoup plus investir. C'est pas. Après, on peut comprendre aussi, il y avait cette volonté de se qualifier pour la Ligue des Champions. Si Sanson avait été vendu et que l'OM doit désormais 3e ou 4e, on dirait, mais ils ont abandonné toute ambition sportive et finalement, l'argent qu'ils ont gagné, ils le perdent en ne se qualifiant pas. C'est ce qui lui a été reproché. Mais en même temps, à ce moment-là, nous, on n'avait pas toutes les informations non plus. Pour pouvoir. On savait que Jacques Henriero faisait le côté financier la priorité. Ça, on le savait. Mais on ne savait pas pourquoi. Mais du coup, on comprend que Villas-Boas, il a quand même poussé un coup de gueule devant les médias, mais je pense aussi en interne. Et du coup, il a eu satisfaction, parce qu'au final, ils ont vendu personne. Et ils se mettent un peu en porte-à-faux par rapport au fair play financier, un peu plus, parce que, comme tu le dis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les déficits de la saison dernière. Et là, on se dit qu'ils vont devoir vendre. Mais après, moi, je reste optimiste par rapport à ça, parce qu'effectivement, même si Sanson, ils n'ont pas réussi à le vendre comme ils voulaient l'été dernier, ou Sanson aussi, lui, il voulait pas partir avant. Là, normalement, c'est le moment où il doit partir. C'est ce qui était prévu au moment où il a prolongé, c'est qu'il parte cet été. Donc, oui, puis les astres vont s'aligner pour qu'ils partent. Puis tu as des clubs qui attendaient de savoir s'ils seront en Ligue des Champions ou pas et que Sanson peut rentrer dans leur effectif. Il y a ça aussi qui va jouer. La tombée, s'ils sont 2e ou 3e, je fais une bêtise, un club qui est 2e ou 3e, qu'ils n'étaient pas au mois de décembre, et il y a quand même 40 ou 45 millions qui va tomber, ça peut permettre d'acheter un joueur à ce prix-là. Oui, voire même vu les budgets en Angleterre, un club qui finit 4e ou 5e, qui va jouer à Ligue Europa. 30 millions pour eux, c'est rien. C'est rien. Un joueur, ça peut suffire? Ça dépendra 40, c'est quoi? C'est Camara. En gros, tu vas perdre Camara. Mais est-ce qu'il faut perdre Camara? Et est-ce que... C'est une bonne question, surtout. Ça. La question, surtout, c'est de savoir qui recevra une offre intéressante en premier. C'est ça. Mais je pense que quand même, le club, en priorité, s'ils peuvent vendre plutôt Sanson plutôt que Camara, ils le feront. Avec tout ça, tous ces problèmes d'ordre financier, l'avenir de Villas-Boas, on sait que il devrait être discuté dans les prochaines semaines. Ça risque d'être reporté avec les résultats actuels de Marseille. Mais là, tu vois, ça va être le problème financier, tout ça. Mais tout ça, parce que les joueurs, est-ce que c'est pas une opportunité pour eux aussi de se dire, peut-être que je vais partir plus librement du club. Ça va me permettre. Attention, parce que il y a peut-être des joueurs qui sont à fond derrière l'OM, mais moi, des mercenaires, j'en ai connu. Et Mario, il en a connu aussi. Des joueurs qui se disent, moi, l'OM, je suis bien, j'embrasse le maillot, c'est mon club d'animé. S'ils peuvent se casser parce qu'ils ont une demande à côté, et plus facilement, ils le feront. Oui. Moi, je te le dis, ils le feront. Ça aussi, donc ça va dans le plan financier. Si ça fonctionne plus dans les résultats, eh bien, à un moment donné, ça va péter et les joueurs vont lâcher. C'est aussi, ça fait partie du cheminement, ça. Là, il pourrait y avoir un scénario vraiment catastrophe, en fait. L'OM privé de Ligue des Champions, Villas-Boas qui s'en va, tu vends 3-4 joueurs. Tu peux tout imaginer. L'avenir de l'Olympique de Marseille, dans le pire des scénarios, il peut être pas rigolo. Tout imaginer, tout.
Après, je sais pas. Après, Ouais, Ben, tu peux aussi C'est pas faire mon un... avis. tout peut arriver. Tu penses pas que les joueurs peuvent. Pardon, hein, Nico. Tu penses pas que les joueurs, par rapport au fair play financier et par rapport aux mauvais résultats qui se passent aujourd'hui, par rapport aux annonces de notre coach, par rapport à ce que fait notre président, les joueurs, à un moment donné, ils peuvent lâcher aussi. Hein. Et ça peut. Oui. Tu penses que ça peut polluer aussi la fin de saison ou pas? Oui, tout est jouable. on sait pas ce que... Si en avril, on leur dit, bon, de toute façon, même si vous terminez deuxième sur le plan européen l'année prochaine... Ils vont se dire, ouais. Ça peut, Ouais. il y en a qui risquent de jouer leur carte individuelle. Non, ça peut briser cette dynamique, hein, donc non. Alors, Je fais un scénario optimiste quand même. Faut pas, Non, mais. dans le suicide, là. Je rappelle qu'on peut aussi n'avoir qu'un blâme. Non, tu peux avoir une Donc tout irait bien. Non, mais tu peux aussi te dire que là tu as perdu, tu as fait un match nul qui ressemble à une défaite, mais ça peut être aussi la deuxième piqûre de rappel où se dire, oh les gars, maintenant ça suffit, que le groupe se remobilise. On a vu que ce groupe, il vivait bien ensemble et que la plupart étaient contents de travailler avec Villas-Boas. Tu peux faire une belle fin de saison, terminer second, trouver une belle vente de Sanson rapide et faire plaisir Parler de Sanson, moi je parle aussi de Tchaleta Tsar, par exemple. Vrai. Oui, tu as de ça, mais est-ce que dans le profil, Tsar, c'est aussi un jeune. Ça peut être intéressant de le garder aussi un an de plus. Donc c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais ils feront pas ce qu'ils veulent. Moi, je te fais le scénario optimiste. Sanson, c'est ce qui était prévu. Donc ça arrangerait tout le monde, voire Thauvin s'il prolonge pas. Donc imagine, tu fais partir ça, et après tu recrutes malin, des jeunes avec des bons coups, etc. Tu vois, on peut aussi avoir... mais voilà. Là, on est vraiment... on fait le scénario catastrophe, je fais le scénario ultra optimiste. Entre les deux, il y a aussi... l'OL se qualifie pour la Ligue des Champions, mais vend tellement de joueurs qu'en Ligue des Champions, il faut encore 0 points. Ouais, mais voilà. Donc tout le monde est content. On voit Liverpool, on voit des beaux clubs à Marseille, mais 0 points. On réécoute la petite L'entraîneur est viré en novembre. Voilà. Non, mais c'est déjà arrivé. Hein. Alors, l'Olympique de Marseille a communiqué quelques heures après donc je vais vous lire le communiqué de l'Olympique de Marseille concernant le fair play financier. Alors, l'Olympique de Marseille prend acte déjà. Depuis le début du prendre acte. Ouais. Déjà, ça commence prendre acte. Ça veut dire quoi, prendre acte? Depuis le début du projet, l'OM n'a jamais caché la nécessité d'investir massivement sur les fonds propres de son actionnaire pour relancer le club et afficher à nouveau des ambitions élevées. Le club a désormais enclenché la deuxième phase de son projet qui fait de la pérennité économique et du retour à l'équilibre financier un objectif essentiel. Dans ce but, il collabore pleinement et en toute transparence avec l'UEFA et espère être traité équitablement vis-à-vis des autres clubs français et européens. Cette décision n'altère en aucun cas la volonté du club et de son actionnaire de poursuivre la construction d'un OM sportivement ambitieux et économiquement pérenne. Voilà. La seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est que l'OM espère être traité équitablement. Ouais, c'est ce que je veux dire. Moi aussi. Au moins, ça veut dire quelque chose. Ouais. Effectivement. Mais en fait, ça veut dire quoi ça? C'est une petite menace vis-à-vis Non, il n'y a pas une menace, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros... L'OM ne peut menacer personne, mais... Non, pas une menace, mais... En fait, ça veut dire quoi? Écoutez, les autres, le PSG, vous leur faites rien, et nous, c'est ça que ça veut dire en gros. Voilà, ne nous privez pas encore de Coupe d'Europe, laissez-nous encore une chance. Ouais. Voilà. Mais ça sert à rien en fait, non? L'UEFA, ils s'en foutent de ça. Non, mais d'accord, mais... Ils vont juste regarder les faits, que tu gagnes pas assez d'argent par rapport à ce que tu en dépenses. Ils les ont pas relancés depuis un moment déjà à l'Olympique de Marseille. Là, aujourd'hui, ça sort aux yeux de tout le monde, mais je pense que l'OM a eu déjà des relances. Oui. Peut-être qu'on ne sait pas. Ils ont dû devoir dire certaines garanties qui n'ont pas tenu. Et il arrive un moment donné où ça te tombe, le coup te tombe. N'oublions pas, l'UEFA, ils mettent du temps, aucun état d'âme. Ah non, mais c'est pour ça. Et quand ça tombe, ça fait mal. C'est uniquement une caisse enregistreuse. Et puis ça, ils le font pas pour l'UEFA, l'OM. C'est de la com. C'est juste pour dire, mais ne vous alarmez pas. Non, mais il est normal aussi. Il est normal aussi que cette information sortant, l'OM réagisse. Oui, est-ce qu'ils disent rien? On va dire, mais ils s'en foutent. Tout ce que je dis, c'est normal. C'est de la com qui répond pour dire non, vous inquiétez pas. Ça suffisant parce que moi, il y a une deuxième partie. D'ailleurs, c'est dans le premier paragraphe qui m'intéressait aussi, c'est de dire
voilà, on avait prévenu tout le monde qu'on allait investir massivement sur les fonds. Donc on a fait ce qu'on avait dit. On a pris personne en tête. Ils n'avaient pas prévenu tout le monde qu'ils allaient mal investir. Mais ça aussi, ça sert à rien de dire ça. L'UEFA, ils s'en foutent. Non, mais ça, c'est. Héros, il le répète depuis un petit moment. Non, mais ils ne pouvaient pas faire un communiqué de 5 lignes, donc ils ont un peu. Non, mais c'est vrai. Non, mais de dire que tu as investi massivement, le problème, c'est que tu as investi massivement. Après aussi, ils s'adressent aussi à leurs propres joueurs. Leur dire non, mais vous inquiétez pas, on s'affole pas. Parce que, évidemment, si les joueurs commencent à se dire de toute façon, même si on se qualifie, on ne sera pas qualifié, évidemment, ça va pas les aider à garder la deuxième place. Donc, bon, ce communiqué est destiné un petit peu à tout le monde. Mais est-ce que ça manque pas un peu de transparence? Ils se protègent, je dis les gens. Ils essaient de se protéger. Par rapport aux supporters, par rapport aux joueurs. Oui, mais quelle transparence? Ils ne peuvent pas dire on a prévu de vendre un tel et un tel, pourtant, on a. Bon, il y a quand même aussi une par part exemple, de. on ne sait pas exactement précisément ce qui est reproché, en tout cas pour l'instant. Le club doit le savoir. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je parle de transparence. Ça reste opaque. Ça reste opaque. Ça a toujours été opaque. Voilà. Est-ce que, je sais pas, les supporters ont le droit aussi de savoir avant la saison prochaine, parce qu'on va leur demander encore de remettre les abonnements, de remettre ceci, de remettre cela. Quand ils ouvriront les abonnements, on saura déjà si l'OM est en Coupe d'Europe ou pas. Oui. On ne saura pas si c'est en Ligue des Champions ou pas, s'ils terminent 3e. Parce qu'il y a quand même le temps préliminaire. Mais ça, on saura. Donc, ils seront. Ce manque de transparence, il est logique? Moi, ça vous. Moi, je pense que pour être transparent, il faut savoir dire la vérité aux gens. Oui. Mais non, mais la vérité n'a pas été dite. Parce que quand on voit notre cher président dire on est transparent, mais les erreurs, qui les a faites? Qui les a faites? Oui, on investit massivement. Ouais, il ne dit pas certaines de ces investissements. Oui, on connaît que tu as fait des erreurs sur les investissements. Abdenour, Sertic, Abdenour, Mitroglou, et j'en passe. J'en passe. Je veux dire, reconnaissez quand même que vous faites des erreurs. Essayez d'être honnête. Non, mais essayez d'être honnête avec les gens. Mais il n'a jamais fait le bilan. Justement, on va finir par une question un peu cash. Est-ce que si jamais l'Olympique de Marseille se retrouve sans Coupe d'Europe, exclu de toute compétition européenne, est-ce que Jacques Henriot peut rester président de l'Olympique de Marseille? Ça serait bien la première fois. Sachant que ça serait quand même la résultante de sa gestion économique, lui qui se posait en président. Ce serait son échec. Ouais. Ce serait son échec, ça c'est sûr. Parce que l'échec sportif, il est imputable à tout le monde. Il y a plein de aux facteurs. joueurs, à l'entraîneur, et comme tu dis, il y a plein de facteurs. Il manquait de réussite, etc. Mais là, c'est uniquement une question de gestion. Donc là, je veux dire, c'est pas la faute de Sertic si tout ce qui touche et qui joue pas. Hein. Mais il a bien raison, Sertic. Abdenour, c'est la même chose. Hein. Donc là, c'est que c'est la signature, la dernière signature, elle est il est peut-être pas coupable, mais responsable. Ouais. En plus, on avait un président. Enfin bon, lorsqu'il est arrivé, il se posait en bon gestionnaire, qu'il allait remettre le club sur les rails de ce point de vue-là, avec tout était bien canalisé. Mais bon, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Condamné. Mais c'est pour ça qu'il y a un si dans la question. C'est si jamais l'OM est exclu. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir payer l'addition aussi Mais moi, je me pose en tant que supporter. Ouais. Je me dis, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Je me rends compte un petit peu du sportif, je regarde le sportif. Et je regarde le plan financier, tout ce qui se passe, les recrues, les investissements, le centre de formation. Mais je me dis que l'actionnaire et le président qu'on a aujourd'hui n'ont pas fait le boulot qu'ils devaient faire. Ils ne nous ont pas apporté ce qu'ils devaient nous apporter. Il a fait le boulot qu'il devait faire. Il a mis même plus que ce qu'il avait prévu de mettre dans le club. Où les amis Le problème est là. C'est que tu fais confiance à une personne à qui tu donnes la signature et qui ne te rapporte pas ce qu'il devait te rapporter. Et on se gargarise sur ça depuis 3 ans, ou 3 ans et demi. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, tous les investissements qui ont été faits ne sont pas bons. Parce que si on regarde même le campus, c'est bien qu'on ait un campus. Je suis le plus heureux du monde pour les jeunes et tout.
Mais dites-moi, c'est du préfabriqué qu'on a. Hein. non, mais j'ai été visiter des installations il n'y a pas longtemps. J'ai vu ce que c'était des installations. Là, c'est du préfabriqué. Ouais. La commanderie, c'est du préfabriqué. Donc, c'est vrai que c'est beau, on n'a que 3 stades. On n'a quand même pas un stade pour jouer pour la réserve, où ils jouent encore dans un stade où il n'y a quasiment pas de tribune. Je veux dire, ça, vous trouvez que c'est un club structuré ? Vous trouvez que c'est un club qui peut progresser, qui peut donner espoir à des jeunes pour venir signer dans un club à l'Olympique de Marseille? C'est fini l'image de l'OM. On l'a perdu cette image. De dire, ouais, je vais signer à l'OM, c'est fini. Les jeunes, ils préfèrent signer à Montpellier, à Nice, où tu veux, à Lorient, que de venir à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, on a ce problème. On a ce problème aujourd'hui. Tous ces jeunes joueurs, il faut aller les torpiller et essayer de les séduire, mais on n'arrive pas. Je pense que voilà, il y a un tout qui fait ça. Allez, messieurs, Attends. tu veux rajouter une dernière chose parce qu'on va s'arrêter là après. C'est vrai que je suis d'accord avec Jean-Charles, mais c'est quand même, ils ont fait des progrès. Mais oui, je dis pas que oui. non, tu vois, sur la ne dis pas qu'ils formation, ont pas fait il y a de une progrès. évolution. Il y a une évolution. Oui, quand même. Une évolution, oui. Alors après, c'est vrai que même si l'OM s'en tire bien, moi je suis désolé, Jacques Henriero, il a jamais fait le bilan de ces mercatos-là. Il y a des collègues de la Provence qui avaient essayé de lui poser la question, qui s'étaient fait envoyer balader, mais il a jamais fait le bilan de ces mauvais mercatos-là. Il en est aussi responsable. Il a un peu trop écouté Garcia, qui voulait assurer vite des résultats en prenant que des trentenaires, et c'est sa faute, c'est lui qui avait le final cut, c'est lui qui avait la décision finale. Et là, il est responsable de ça, et je suis désolé si aujourd'hui Villas-Boas, il n'a pas pu recruter comme il voulait, c'est aussi en cause cette gestion d'avant qu'on paye encore aujourd'hui. Je critique pas ce qu'ils ont fait au campus, hein. Oui. Je dis que ça pourrait être beaucoup mieux avec C'est pas suffisant. Tu es allé dans d'autres clubs. Mais quand tu veux investir, en que tu veux France, construire un gros club. tu dis que tu es allé dans d'autres clubs en France, visiter d'autres installations et que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils sont sur place, les jeunes. C'était pour préciser ça. Merci, messieurs. Faites comme Jacques-Henri Hérault, pouce vers le haut. Abonnez-vous. Il est où le bouton? Il est là. Abonne-toi. Voilà. Abonne-toi. Tu es abonné, Mario? Tu es abonné ou pas? À quoi? À Football Club de Marseille. Non. La chaîne YouTube. Tu peux gagner des places pour l'année prochaine. Ouais, tu peux gagner des places pour la saison prochaine. Ouais. Faudrait que tu t'abonnes quand même. Ça, c'est sympa. Tu peux dire aussi à tous tes amis de s'abonner à cette chaîne. Voilà. J'en dis toujours beaucoup de bien. Mais c'est gentil. Mais seulement quand tu auras lu et... Mais je ne le lirai pas, mais je conseille à tous les gens qui apprécient cet entraîneur-là de le lire, puisqu'il a été écrit par quelqu'un qui est très fiable, c'est Mourad. C'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est un boulot très sérieux. Très, très, très sérieux. Voilà, on vous le remonte. Et là. Plus sérieux que le personnage. Voilà. Je l'ai presque fini, ouais, c'est très intéressant. Allez, merci Nico, merci Mario, tu reviens quand tu veux. Merci cher ami JCDB, tu reviens. JCDB, c'est comme FCGB. C'est JCDB l'interview. Voilà, c'est le nom des programmes que l'on fait aussi. JCDB du FCM. Qui ira bientôt au MHSC et à l'ASM. Voilà. L'ASM, c'est le club de mon enfance, c'est l'AS Mazargues. C'est vrai. Allez messieurs, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat Foot Marseille, ça sera jeudi 17h30 sur YouTube comme d'habitude. Abonnez-vous. Ciao ciao.